20 juin 1938, Jean Zay, notre père, inaugure le musée de l'Homme avec le président de la République, Albert Lebrun. 20 juin 1940, il embarque sur le Massilia, décidé à continuer la guerre contre l'armistice voulu par Pétain. Avec lui en particulier, Pierre Mendès France, Georges Mandel. 20 juin 1944, des miliciens l'assassinent dans un bois près de Vichy. Il n'a pas 40 ans. 3 dates qui ponctuent une vie courte, intense et passionnée, totalement engagé au service de la République, engagement qui attira sur lui la haine politique et antisémite des ennemis de cette République. C'est aussi en un mois de juin, cette fois-ci en 1936, le 4 juin, que Léon Blum l'appelle au téléphone vers 3 heures de l'après-midi, lui annonçant qu'il est nommé au gouvernement. « Écoutez-moi, lui dit-il, je pense qu'il faut un jeune à l'Éducation nationale et c'est pourquoi je vous y envoie. Soyez à l'Élysée à 7 heures. » La nouvelle est pour lui inattendue. Il apprendra en outre le soir même que Blum le nomme, lui si jeune, il n'a pas 32 ans, à la tête d'un grand ministère qui regroupe l'Éducation nationale, les Beaux-Arts, ministère de la Culture avant l'heure, l'enseignement supérieur et la recherche. Premières heures exaltantes du Front populaire. L'éducation et la culture, instruments d'émancipation, sont au cœur du projet politique du nouveau gouvernement, qui porte l'immense espoir et l'enthousiasme de ceux qu'on appelait alors les classes populaires. Je ne parlerai pas ici des réformes fondamentales que Jean Zay engage alors pour la modernisation et la démocratisation du système éducatif, ni des idées qu'il a défendues, dont beaucoup ont inspiré les politiques éducatives suivantes, ainsi que l'a souligné un récent colloque à Paris 1. Compte tenu de la circonstance qui nous réunit aujourd'hui, je n'évoquerai que ce qui fut un des principaux axes de son action ministérielle, la modernisation et la démocratisation de la vie culturelle. Pour les hommes du Front populaire, en effet, en même temps que les congés payés et la semaine de 40 heures libéraient du temps pour les loisirs, il était urgent de combler le fossé qui tenait le peuple éloigné de la culture. Il fallait donc ouvrir les musées, les théâtres, réduire les tarifs, mais aussi moderniser les structures, rénover la production, soutenir les créateurs, obtenir les crédits nécessaires. Populariser la culture, donc, pour reprendre les termes de l'époque, mais sans rien céder sur l'exigence de qualité évidemment primordiale. Parlant du théâtre, Jean Zay dit un jour dans un discours, je cite, « À l'heure où le gouvernement se préoccupe d'organiser les loisirs des masses, il se doit de travailler à la rénovation du théâtre populaire. Voici que notre pays connaît à nouveau une des heures de son histoire où il prend conscience de son âme ardente et pacifique. C'est pour l'art français une grande espérance que la Renaissance est l'avenir d'un théâtre populaire. » Fin de citation. Ce qu'il dit là du théâtre et à quoi il s'appliquera peut être dit des autres domaines culturels, la musique, le livre, le cinéma, les arts plastiques. Au cœur de ce projet culturel, Jean Zay voulut inclure la science pour la populariser, elle aussi, pour rendre l'activité scientifique accessible au plus grand nombre. Au-delà d'un soutien affirmé à la recherche, pour lui, véritable enjeu culturel, faut-il rappeler la création du CNRS. Une attention particulière sera apportée aux musées qui, eux aussi, devront être des instruments d'émancipation sociale. Jean Zay modernise et facilite l'accès de ceux qui existaient déjà, mais avec leurs initiateurs, il en ouvre de nouveaux. Le musée des arts et traditions populaires, le palais de la découverte, le musée des monuments français, le musée de l'Homme, le musée d'art moderne. Selon une démarche novatrice et visionnaire, ces musées seront à la fois des centres de recherche, d'enseignement supérieur et d'éducation populaire, et aussi des lieux de diffusion, toutes ces fonctions se renforçant les unes les autres, avec une nouvelle préoccupation, elle aussi très moderne, celle de la dimension muséographique. Ainsi, placer la culture au cœur du projet politique et la science au cœur de ce projet culturel fut une volonté forte de Jean Zay. Encore fallait-il mettre en œuvre cette volonté politique. Il usa pour cela d'une méthode de gouvernement dont les historiens, et en particulier Antoine Prot, s'accordent à souligner la nouveauté et l'efficacité. Il sut d'abord s'entourer
d'une équipe de gens compétents et engagés pour l'éclairer dans ses choix, pour l'aider à les réaliser. Jean Zay, en effet, n'était pas un spécialiste des questions d'éducation, ni des questions culturelles, a fortiori des questions scientifiques. Mais il savait s'entourer. N'est-ce pas une qualité essentielle de l'homme politique que de savoir choisir ses collaborateurs? Je ne citerai parmi beaucoup d'autres que Marcel Abraham, René Paty, Pierre Berthaud pour l'éducation, Georges Huysmans, Jean Cassou, Julien Quin ou Charles Terrasse pour les questions culturelles. Autant de collaborateurs qui, soulignons-le, devinrent des amis et dont certains, je pense en particulier à Jean Cassou et à Marcel Abraham, furent parmi les premiers résistants au sein du réseau du Musée de l'Homme dont il vient d'être question. La présence de ces anciens collaborateurs à ses côtés pendant la période douloureuse de la prison de Riom, tant que leur activité de résistant le leur a permis, atteste de cette amitié forgée dans l'action. Deuxièmement, Jean Zay sut accueillir des projets portés parfois depuis de longues années par des créateurs, des acteurs de terrain, des associations, des initiateurs, pourrait-on dire. Ainsi fit-il confiance aux enseignants, à leur expérience, à leur engagement. Allez-y, leur dit-il, vous serez soutenus, faites des projets, inventez, expérimentez. Démarche qui fut saluée avec conviction par Célestin Freinet. Il s'appuie également sur l'engagement d'artistes et de scientifiques, soucieux de l'ancrage social de leur activité. Bourdet et les metteurs en scène du Cartel pour le théâtre, Henri Langlois pour la création de la Cinémathèque, Darius Milhaud et Jacques Ibert pour la musique, Philippe Erlanger pour le Festival de Cannes, Jean Perrin pour la création du CNRS et bien sûr Paul Rivet et Georges Rivière pour le Musée de l'Homme et beaucoup d'autres. Et puis, une fois les projets étudiés, il sut décider rapidement et avec fermeté, parfois avec audace. On a récemment évoqué à propos de la création du Festival de Cannes à quel point la rapidité de la décision a été déterminante face à la mainmise des régimes totalitaires sur la Mostra de Venise. Enfin, il veilla à la mise en œuvre des projets une fois décidés et s'engagea fortement dans leur réalisation. Pour cela, il lui fallut se battre, car rien ne fut facile. Comme tous les projets innovants, qui pourtant deviennent souvent par la suite totalement évidents, certaines réformes voulues par Jean Zay rencontrèrent de fortes oppositions, venant de ceux qui ne voulaient rien changer. Sa réforme de l'enseignement fut bloquée par la commission d'enseignement, le projet de loi sur la création de l'ENA fut bloqué au Sénat, son projet de création du Festival de Cannes suscita les réticences au sein même du gouvernement de ceux qui craignaient qu'elle ne déplaise au gouvernement fasciste italien. Il raconte ce combat incessant et multiforme dans l'ouvrage qu'il écrivit en prison, Souvenirs et solitude. Il dit comment il s'est battu de multiples fois avec ceux qu'il appelle, je cite, « les hommes de Rivoli », pour obtenir les crédits nécessaires à ces réformes. Comment il a contourné l'obstacle et mis tout de même en chantier telle réforme par la voie de l'expérimentation. Comment il a parfois déployé des trésors de diplomatie pour régler des questions de personnes, voire d'ego. C'est ainsi, par exemple, qu'il raconte les remous autour de la nomination en 1936 du directeur du Muséum d'histoire naturelle. Ainsi, on voit bien que la création du Musée de l'Homme occupe une place singulière, emblématique dans l'œuvre ministérielle de Jean Zay, inscrite elle-même dans le grand projet culturel du Front populaire. En effet, créée à l'initiative de grands scientifiques, cela vient d'être dit, Paul Rivet et Georges Rivière, cette structure entièrement novatrice regroupa au sein du palais de Chaillot, construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1937, plusieurs collections jusque-là séparées. Elle comprenait aussi un centre d'enseignement, un laboratoire de recherche et aussi une importante bibliothèque. Des chercheurs, des enseignants devaient s'y côtoyer. Militant à sa création, ce musée est toujours, je cite, un musée militant, pour reprendre le titre d'une conférence donnée il y a peu dans votre institution. Il y a 75 ans, presque jour pour jour, notre père était là pour la création de ce musée, dont on présente aujourd'hui la rénovation, ou plutôt la recréation. Merci d'avoir permis, par votre invitation, que sa mémoire soit, elle aussi, présente en ce jour. Il aurait été fier de son intuition, fier de sa décision et fier de vous tous, chercheurs, architectes, éducateurs, responsables du projet scientifique et culturel du futur musée, décideurs politiques qui en ont permis la renaissance,
fier de tous ceux qui feront vivre ce musée, à la fois si vieux, 75 ans, et si jeune, parce qu'il a su garder l'esprit d'innovation qui a présidé à sa création.